Bon après-midi à tous. Merci déjà de nous suivre dans cette annonce où nous accordons un peu d'espace pour parler de drépanocytose. D'entrée de jeu, je suis Dr Mbok Armel Junior, physiologiste à l'Université de Douala et spécialisé en pharmacologie, principalement dans le traitement des anémies et avec un accent sur la drépanocytose. Et donc, si je prends la parole dans cette vidéo, c'est pour continuer le travail dans la sensibilisation, dans la lutte contre la drépanocytose. On parle tous les jours, mais on a l'impression que le message ne parvient pas véritablement, ou alors il parvient aux mêmes personnes, tandis que ceux qui ne sont pas informés continuent à ne pas être informés. Alors, a priori, le plus important dans la lutte contre la drépanocytose actuellement, c'est de réduire au maximum la transmission de l'allèle S, c'est-à-dire l'information génétique qui est responsable de cette maladie. Comment réduire la transmission de cet allèle? Étant donné que c'est une information génétique, elle est transmise des parents aux descendants. Et donc, certaines unions sont susceptibles de permettre, ou alors certaines unions augmentent les risques de transmettre, que ce soit cet allèle ou même de générer la maladie chez un enfant. Et donc, la médecine déconseille fortement certaines unions, notamment les unions entre personnes drépanocytées SS, notamment les unions entre hétérozygotes qu'on appelle les AS et les SS, et aussi l'union entre les hétérozygotes AS, qui peut donner naissance aux enfants drépanocytaires. Dans tous les cas, donnera naissance à certains enfants qui seront porteurs et seront responsables de la pérennité de l'allèle S, cet allèle-là qui rend malade. Il faut donc préconiser les unions qui réduisent le risque de transmission de l'information qui rend malade. Et pour cela, il est important que chacun sache quel est son statut pour ce qui est de son hémoglobine. Et cela passe par l'examen de l'électrophorèse. C'est-à-dire, chacun, avant de s'unir à quelqu'un d'autre, devrait savoir, bon, moi je suis AA, moi je suis AS, moi je suis SS, afin de savoir si l'union est compatible, ou alors si cette union a moins de chances d'avoir un enfant drépanocytaire, ou alors a moins de chances de transmettre l'allèle S à la descendance. Ça, c'est l'idéal. Cet examen est traditionnellement considéré comme un examen prénuptial, et dans la définition, en tant qu'examen prénuptial, tout le monde s'attend à ce que ce soit un examen fait à la veille du mariage ou juste avant le mariage. Mais avec nos sociétés aujourd'hui, parfois l'enfant, on fait l'enfant avant le mariage. Ça, c'est le constat fait, c'est très récurrent. Ce qui fait que quand bien même on a reçu les informations, on a reçu le conseil sur cet examen prénuptial, on attend la veille du mariage pour faire cet examen. Et c'est ça, actuellement dans les sociétés africaines, c'est ça le tort. Il est important dès le bas âge, dès la naissance, que chaque parent fasse un cadeau, un don à son enfant, qui est ici son résultat d'électrophorèse. C'est-à-dire, c'est le cadeau actuel que chaque parent peut offrir à son enfant dans la lutte contre la drépanocytose. Ce qui fait qu'en grandissant, si chacun de nous a son profil génétique, chacun de nous sait que je suis AS, je suis SS, je suis AA. Quand je rencontre un partenaire, que ce soit pour peu importe la raison, alors je sais avec qui est-ce que je peux faire facilement l'enfant et avec qui est-ce que j'ai plus
de chances de donner naissance à un enfant drépanocytaire. Donc, c'est à ce niveau-là qu'est actée actuellement la sensibilisation dans la lutte contre la drépanocytose. Ne plus attendre cette nuit, quand on dit prénuptial, ça veut dire avant le mariage, mais ça ne veut pas dire juste à la veille du mariage. C'est-à-dire c'est un cadeau qu'on devrait faire à l'enfant dès sa naissance pour qu'en grandissant, il connaisse son profil génétique pour ce qui est de l'hémoglobine. Ça, c'est le premier point dans la sensibilisation. Le deuxième point dans la sensibilisation, c'est dans la prise en charge des patients drépanocytaires. Alors, il faut déjà le signaler, en attendant qu'une solution définitive et concrète soit trouvée dans la lutte contre cette maladie, et je vais globaliser en disant contre toutes les maladies génétiques, seule la prévention est notre arme la plus efficace. Toutefois, il existe une panoplie de traitements, une panoplie de thérapies qui peuvent amener un drépanocytaire à vivre dans sa condition, à vivre moins de crises, à rester bien portant. Seulement, là encore, la mauvaise distribution ou alors la mauvaise transmission des conseils fait en sorte que la médecine échoue une fois de plus. Le traitement chez un drépanocytaire ne se résume pas seulement à la prise des médicaments. J'insiste là-dessus. Le traitement chez le drépanocytaire ne repose pas seulement sur la prise des médicaments. Alors, chaque personne est dotée d'une information génétique qui lui rend particulier vis-à-vis des autres. Même si les drépanocytaires ont quelque chose en commun, ce quelque chose en commun là le rend particulier vis-à-vis des autres malades. Et donc, il y a un certain nombre de règles à respecter dans le traitement chez le drépanocytaire. Quand je parle de règles, ça veut dire que chacun doit assumer dans sa condition certaines limites. Même si nous ne parlons pas seulement des personnes saines, nous ne parlons pas seulement des drépanocytaires, mais ça se généralise à toutes les maladies. Alors, si je vis une maladie, par exemple, il y a une contamination microbienne, peu importe le traitement que je fais, le succès repose sur la limitation des causes liées à cette contamination. C'est-à-dire, en dehors de tout ce que je peux prendre comme médicament, il est important que j'arrête de m'exposer aux sources de contamination. Dès la naissance, le drépanocytaire naît avec son profil génétique. Toutefois, en grandissant, il y a des signes, il y a des facteurs environnementaux qui prédisposent ou alors qui facilitent la survenue d'une crise. Parce que chez le drépanocytaire, c'est l'une des choses les plus craintes. Et donc, il est important déjà de vivre en connaissant quels sont les facteurs qui peuvent prédisposer à une crise. Maintenant, en connaissant ces facteurs-là, il est important de les éviter, de les contourner pour ceux qui peuvent être évités, ou alors d'appuyer, c'est-à-dire avec un traitement selon les défaillances à la connaissance de ces facteurs-là. Et donc, le succès pour la prise en charge chez le drépanocytaire repose d'abord sur ses habitudes. Et quand je parle d'habitude, on va circonscrire un périmètre assez large. Ses habitudes alimentaires, ses habitudes sportives,
ses habitudes médicamenteuses et même ses habitudes ou alors ses préférences climatiques. Alors, s'il faut faire le tour des facteurs qui peuvent prédisposer à une crise, il y a une panoplie de conditions climatiques. On peut par exemple citer le froid. Il n'est pas bon pour un drépanocytaire de rester dans un froid intense. Tout comme il n'est pas bon pour un drépanocytaire de rester dans une chaleur extrême. Il n'est pas bon pour un drépanocytaire de consommer frais et il n'est pas bon pour un drépanocytaire de consommer des boissons chaudes, très chaudes. Il n'est pas bon pour un drépanocytaire de vivre ou alors de réaliser un exercice physique intense, très intense. Il n'est pas bon pour un drépanocytaire de consommer par exemple des épices, certaines épices. À l'inverse, il lui est conseillé de consommer des légumes, de consommer des fruits, de consommer certains thés, non pas les boissons alcoolisées ni gazeuses. Il lui est conseillé de réaliser un peu d'exercice physique. Il lui est conseillé d'éviter le stress, d'éviter la colère, les émotions trop fortes. Et à côté, il lui est aussi conseillé d'être suivi régulièrement par un médecin. Prendre des antibiotiques et surtout éviter des blessures pouvant conduire à une infection, parce que en cas de contamination, en cas d'infection, tout peut tourner au vinaigre, comme on dit vulgairement. Donc il est important pour un drépanocytaire d'avoir d'abord un mode de vie bien réglementé, et quand ce mode de vie-là a montré des défaillances, il doit savoir à quel niveau il y a eu des défaillances afin que la thérapie puisse s'appuyer sur cette défaillance-là et le remonter. Parallèlement dans la thérapie, personnellement, je conseille une thérapie naturelle au drépanocytaire. Quand je parle de thérapie naturelle, ça veut dire le drépanocytaire doit prendre en charge sa santé comme un mode de vie. Quand il mange, il doit manger pour que cette nourriture soit pour lui un médicament. Quand il reste dans un environnement, il doit choisir de rester dans un environnement qui pour lui serait un médicament. Quand il se met dans certaines situations, quand il évite certaines situations, par exemple, s'il peut éviter d'être à proximité, c'est par exemple qu'en cas de deuil, en cas de mariage, en cas de toutes les cérémonies qui incluent des émotions fortes, il peut être fortement affecté du point de vue émotionnel. Il doit éviter cela. Et en évitant cela, c'est une dispense qui pour lui est thérapeutique. Donc je conseille fortement un traitement sur le drépanocytaire se résumant en un mode de vie. Une prise en charge par des solutions naturelles, même des médicaments naturels, et ceci pour éviter, pour ralentir la survenue des crises, ou alors pour rendre facile la prise en charge en cas de crise. Il y a une panoplie de médicaments, certains déjà sur le marché, d'autres en expérimentation, certains les plus efficaces que d'autres, certains efficaces chez certains patients par rapport à d'autres, parce qu'il faut déjà le relever, tous les drépanocytaires ne sont pas identiques. Même si ce n'est pas seulement du point de vue génétique, certains associent parfois une autre particularité, je vais appeler ça comme ça, qui peut les rendre plus résistants ou plus fragiles face à une crise. C'est ce qui explique le fait que chez certains, les crises peuvent survenir très tôt, 4 ans, 3 ans, parfois avant 1 an. On a vu des cas comme ça. Tandis que d'autres atteignent parfois la puberté pour que les crises arrivent.
Cela peut avoir un rapport avec le mode de vie, mais aujourd'hui on sait que certaines autres pathologies peuvent s'associer à la drépanocytose et rendre le malade plus résistant ou plus vulnérable. Il est donc important pour un drépanocytaire de mener un rythme de vie sain, un rythme de vie pur, un rythme de vie bio, manger bio, se soigner bio, éviter le stress, éviter la colère. Alors, je vais m'adresser personnellement aux patients drépanocytaires. Ton entourage te trouve têtu. Il faut le dire. Ton entourage te trouve obstiné. Même ton propre voisin drépanocytaire te trouve obstiné et têtu. Dans le sens où, quand il te donne un conseil, tu refuses d'obéir. Dans le sens où, quand il te dit évite de faire ceci, tu auras une crise, tu refuses. C'est en cas de crise qu'il faut qu'on commence à se démêler pour chercher des solutions qui parfois ne sont pas à portée de main. Ça, c'est ce que l'entourage voit chez toi, mon ami drépanocytaire. On ne va pas débattre sur si c'est vrai ou si c'est faux, mais il est important que tu le saches d'abord. Je vais aussi m'adresser aux parents de l'enfant drépanocytaire. Déjà, en tant que parent d'enfant drépanocytaire, selon le nombre d'enfants ou alors selon l'âge de l'enfant, certains sont plus aguerris, d'autres sont comme habitués. Mais le parent est généralement averti, le parent est généralement prédisposé à supporter, à recouvrir, parce qu'il sait que l'enfant est malade, il ne peut pas faire autrement. Mais il est important pour le parent drépanocytaire d'être instruit sur les questions de santé. Il est important pour le parent du patient drépanocytaire d'être fort, éveillé. C'est-à-dire, le parent du patient drépanocytaire doit être en mesure d'identifier les signes annonciateurs d'une crise chez son enfant. Il doit être en mesure de connaître quelles conditions peuvent prédisposer son enfant à la survenue d'une crise. Et donc, moi je pense que le parent de l'enfant drépanocytaire devrait être le plus informé sur les questions de santé. Comment faire pour que mon enfant évite une infection? Comment faire pour que mon enfant évite une blessure? Comment faire pour que mon enfant évite de se mettre en colère? Ça, le parent de l'enfant drépanocytaire doit le savoir. Alors, je vais aussi m'adresser à toute la communauté, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas drépanocytaires, ceux qui ne le savent pas, peut-être le sont ou ne le sont pas. La drépanocytose est une maladie héréditaire. L'enfant drépanocytaire est né drépanocytaire. Alors, la stigmatisation qui tourne autour de lui est à tort. Il n'est en rien responsable de ce qui lui arrive. Et d'une certaine façon, du moins pour les temps que nous vivons, on ne peut pas encore reprocher à 100% le parent d'avoir eu un enfant drépanocytaire. Parce qu'on estime que le message de sensibilisation qu'on a véhiculé ne parvient pas toujours et qu'on doit faire plus. Donc on ne peut pas accuser le parent à chaque fois qu'un enfant drépanocytaire naît dans une famille. Parce que ce parent, l'allèle qu'il transmet à son enfant, il l'a aussi hérité. Mais au reste de la communauté, il faut ménager le drépanocytaire. Ne pas le ménager pour qu'il se croie tout permis. Ne pas le ménager pour qu'il se croie libre de tout accès. Ne pas le ménager pour qu'il se croie tout faible car ne pouvant rien faire non plus. Mais le ménager pour qu'il puisse être à la hauteur de
sa capacité, le considérer tel qu'il est, faire avec lui ce qu'il peut faire et lui conseiller d'éviter de faire ce qu'il ne peut pas faire. Surtout ne pas stigmatiser sa condition. Tous ces conseils, si nous continuons de les donner, c'est afin que même le drépanocytaire puisse vivre comme toute personne, puisse mener à bien ses activités, puisse aller à l'école, puisse être suffisamment outillé intellectuellement et peut-être faire mieux pour le reste du monde. C'est à tort de voir que jusqu'à un certain âge, à cause de la maladie, l'enfant drépanocytaire est censé arrêter l'école. C'est à tort de voir qu'à cause de sa condition, l'enfant drépanocytaire est privé d'une activité sportive, du moins sa caractère compétitif. Tout le monde rêve d'être comme Samuel Eto'o. Tout le monde rêve d'être comme nous, Tolo. Pourquoi pas André Onana? Mais, chez le drépanocytaire, il y a comme cette petite limite-là, une barrière qui doit être franchie. Donc, nous n'allons pas arrêter de conseiller, nous n'allons pas arrêter de vulgariser ce message. Et au sein de REP EMA Cameroun, notre leitmotiv est déjà connu. Faire de la prise en charge de la drépanocytose un mode de vie et faire un don à chaque enfant dès sa naissance de son résultat d'examen d'électrophorèse de l'hémoglobine afin de réduire la propagation, la transmission de l'allèle S responsable de la maladie. Donc, continuez de nous suivre et surtout, continuez de mettre nos conseils en pratique. Continuez de véhiculer notre message. Ce combat n'est peut-être pas le combat d'une génération, mais il est important de mener ce combat pour qu'un jour, qu'on ne parle plus de drépanocytose. On parle difficilement de rougeole aujourd'hui, la varicelle de moins en moins, la lèpre de moins en moins. Vous me direz que ces maladies ne sont pas héréditaires, peut-être, ou alors ne sont pas génétiques. Mais quand ces maladies se vivaient aussi, il n'y avait pas de solution envisageable. Ce sera pareil avec ces maladies génétiques. Mais en attendant, soyons disciplinés et respectons les consignes